Bonjour à tous. Je m'appelle Christophe Agüero, je suis architecte logiciel et depuis une vingtaine d'années, je suis sur des projets Java dans lesquels quasiment systématiquement il y a Spring et plus récemment Spring Boot. Donc le sujet du jour, c'est Spring Boot 3 et la RFC 7807. Donc on va commencer par la RFC 7807 pour savoir un petit peu ce que c'est. Donc si on veut vraiment aller au cœur de la chose, la RFC 7807 elle a pour but de proposer une structure pour les réponses d'erreurs de web service. Donc ça se base sur un header content type, donc avec la valeur application problème plus JSON ou application problème plus XML, et un body, donc un JSON ou un XML qui est appelé problème détail. Et donc voilà, on va retrouver toujours cette structure-là avec ces attributs-là, donc le type, donc référent sur i qui décrit le problème. Donc, c'est un petit peu, en fait, une espèce de doc en ligne que vous pouvez faire. Vous mettez une URI vers une doc en ligne. Le title, voilà, c'est clair. Short Queue Readable Summary. Donc, un petit résumé. Le statut, le détail, donc quelque chose qui donne un petit peu plus de compréhension sur l'erreur. Et l'instance, en fait, c'est l'URI d'appel. Donc, la RFC précise qu'il est possible d'ajouter des attributs additionnels, en plus de ceux qui sont présentés avant. Donc moi, pour la démo, j'ai décidé d'utiliser le timestamp. Comme ça me permettra de voir comment Spring gère ces attributs additionnels. Donc un timestamp que je crée au moment de l'erreur, qui est format ISO 8601 et qui est en UTC. Donc le plus gros intérêt de la RFC, c'est que ce body, comme il est à structure unique, ça va simplifier le client dans sa gestion d'erreur. Parce que si vous exposez une API où votre body d'erreur peut avoir 500 formes différentes, pour la gestion d'exception, c'est vraiment pas pratique. Donc là, ben voilà, il y a une structure qui est définie dans une RFC. Et donc, pourquoi c'est très important de simplifier la vie au client? Donc moi, j'ai une formule que j'ai inventée en début d'année. En API comme en économie, le client est roi. Donc on va voir comment, en fait, maintenant qu'on sait que c'est un objet problème détail, on va s'en servir dans nos implémentations. Donc là, ici, par exemple, le web service est consommé par un front en Angular. Donc on va créer d'abord l'objet TypeScript problème détail qui correspond à la RFC. Donc ici, évidemment, en plus, j'ai rajouté le timestamp, attribut additionnel. Et ici, j'ai la gestion d'erreur. Donc dans la gestion d'erreur, je teste quand même de vérifier si c'est un problème détail. Hein. On ne sait jamais, peut-être que le web service, finalement, pour une des erreurs, il ne l'a pas bien retravaillé, c'est pas un problème détail. À partir du moment où je sais que c'est un problème détail, ben, je peux récupérer l'objet problème détail et j'ai accès à tous ces champs. Je peux faire des choses plus précises. Donc là, moi, je n'ai pas fait grand-chose de précis. Hein. Donc j'ai fait, si c'est un 401, je redirige vers le login. Et après, là, ici, j'ai une petite différence. Si c'est un objet client erreur ou serveur error, d'où le test. Et après, je me contente de loguer. Pour ça, c'est surtout pour vous faire voir ce que ça donne. Donc voilà, donc si je fais l'appel là dans le navigateur, ça va me donner ça. Donc ici, voilà, c'est notre objet JSON qui correspond à notre problème détail. Donc on voit les champs définis dans la RFC plus notre timestamp. Et si je regarde maintenant le console.log, donc là, voilà, on va loguer l'objet TypeScript. Et donc on voit que l'objet TypeScript aussi respecte parfaitement JSON. Tout à l'heure, le JSON, c'était le JSON envoyé par le back. Donc ce n'était pas l'objet TypeScript. Là, c'est vraiment le log de l'objet TypeScript. Là, c'est un autre cas d'exemple. Ben, je suis consommé par Spring Boot. Spring Boot consomme du Spring Boot. Donc, c'est un appel donc pour faire du back-à-back. Hein. Et donc là, j'utilise le Web Client Builder. Et si vous ne l'utilisez pas et que vous êtes encore à REST template, je vous conseille de passer à celui-là. Donc, il marche en synchrone et en asynchrone. Moi, ici, je fais du synchrone, hein, c'est du MVC. Donc, c'est pour ça que vous voyez que j'ai le bloc à la fin. Là. Mais voilà, donc c'est pareil. Là, on est là surtout pour parler de la gestion de l'exception. Et donc, ce qu'on peut avoir, c'est qu'on regarde si l'exception est de type Web Client Response, parce qu'elle peut être aussi de Web Client Request. Et donc, nous, ici, si c'est un objet Web Client Response, eh ben, c'est pareil. Normalement, on sait que la personne nous a garanti qu'il nous envoyait des objets avec la structure problème détail. Donc, on peut directement récupérer cet objet-là, problème détail, et puis après, on peut travailler dessus. Bon, moi, ici, je me suis contenté de le loguer, mais voilà, on peut faire des choses particulières
selon les erreurs. Et donc voilà, donc là j'ai mis un point d'arrêt, hein, et j'ai fait un evaluate, et voilà ce que ça donne. Donc là par exemple, on peut voir, vous voyez, vous avez le dernier champ, c'est properties. En fait, comme c'est un champ additionnel, Spring il va générer, il se sert d'une map clé valeur. Donc là on le voit vraiment côté Java. Vous avez vu tout à l'heure, côté JSON ou côté TypeScript, on ne le voyait pas du tout. Parce que Spring a un mécanisme pour justement en fait remettre cet objet-là au premier niveau et faire comme si c'était des champs au premier niveau. Ce qu'on appelle un mixin. On va le voir après. Donc là, on va aller maintenant dans le code Java et on va voir comment Spring. Donc voilà, là c'est un web service. J'ai fait un joli banner. Et surtout, on va se concentrer maintenant sur comment Spring en fait respecte la RFC. Donc tout d'abord, Spring a son objet problème détail. Voilà. Donc, comme vous le voyez, l'objet problème détail, là, il correspond parfaitement à la RFC. D'ailleurs, c'est marqué. Hein. Donc, vous voyez que Spring s'est vraiment inspiré de la RFC. Ah oui. Alors, voilà, ça devrait aller mieux. Donc voilà, on retrouve tous les champs obligatoires et ici la map. Donc, il va se servir donc de ce fameux mixin. Donc, c'est avec les annotations JSON, là. Ce qui va faire que le JSON indicator, c'est ce qui va ramener en fait la map au premier niveau. On peut voir aussi qu'il nous demande d'aller voir des choses, donc notamment l'error response, parce que là, l'objet problème détail, en fait, il correspond qu'au body. Si on veut générer une erreur, il n'y a pas que le body. Il y a aussi les headers, il y a le réponse statut, etc. Et donc, pour ça, il y a l'objet, c'est une interface d'ailleurs, ouais, une interface error response. Donc, le body, il est bien de type problème détail, et en plus de ça, on va retrouver le statut et le header. On a une exception, donc la error response exception. Elle implémente error response, donc on est garanti que le body respecte la RFC. Et en plus de ça, c'est surtout ça l'important, c'est que cette exception, en fait, elle oblige en fait à respecter la RFC parce qu'elle implémente l'error response. Elle va nous être utile plus tard, celle-là. Et donc enfin, on a l'handler. Donc c'est là où Spring va gérer sa gestion. Donc en fait, ici, elle a tout un tas d'exceptions qui sont nativement supportées pour être compatibles avec la RFC. On peut distinguer deux familles d'exceptions. Donc par exemple, on va aller voir la handler message not readable. Voilà. Et donc voilà, ça c'est une exception qui va créer le problème détail à la main. Il y a d'autres types d'exceptions. Donc on va par exemple aller voir la méthode argument not valide. Voilà. Et celle-ci, vous voyez qu'elle se contente de rappeler tout de suite la méthode commune. En fait, c'est simple, c'est parce que celle-ci, elle implémente erreur réponse aussi. Donc en fait, il y a forcément déjà le body dedans. Et il y a certaines exceptions qui n'implémentent pas erreur réponse, mais qui étendent l'erreur response exception. Et donc, c'est pareil, nativement, elles se composent pour la RFC. Voilà. Donc, on va voir ce qui se passe maintenant si jamais on fait un cadre. Alors, j'ai fait un CRUD, c'est même pas un CRUD, c'est un CRUD, parce qu'il n'y a que le create et le read. Donc, c'est du très classique, hein, c'est du contrôleur, service, repo, voilà. Et là, on va voir ce qui se passe quand la RFC n'est pas activée, parce qu'il faut l'activer. Donc là, ici, voilà, j'ai fait une erreur, hein, j'ai fait trou, j'ai pas mis le E. Et donc, quand j'appelle, voilà. Donc là, j'ai une erreur basique, donc qui ne correspond pas à la RFC, avec un objet trace assez infâme, avec un objet message, avec un attribut message qui lui est plus parlant. Il y a le pass, voilà.
Et côté header, ben, c'est pareil, ça ne respecte pas non plus la RFC. Voilà, par contre, je ne peux pas zoomer là, je ne sais plus comment zoomer. Mais c'est application JSON, donc ce n'est pas application problème plus JSON. Donc le premier truc à faire, c'est activer. Le plus simple pour l'activer, c'est de le faire par Properties. Donc ici, là, vous avez, je vais zoomer, dans la partie MVC, vous pouvez faire Problem Detail Enable. Je l'active, je rebuild. Et donc là, voilà, là j'ai un objet conforme à la RFC. Vous voyez, j'ai rien fait du tout là, j'ai juste activé. Après, bon, le message, fail to read request. Bon, c'est pas très parlant, mais bon là, bon, si la personne elle voit, elle va vite voir que ça, c'est pas un booléen, quoi. Voilà, mais après on peut faire plusieurs types d'erreurs, de toute manière, ça sera toujours fail to read request. Et en fait, on l'a vu pourquoi tout à l'heure, si vous avez fait attention, parce que dans le handler, quand il construisait le problème détail, il mettait toujours fail to read request en dur. Donc on aura toujours ça. Et par contre, là, ça respecte la RFC. C'est bien du problème plus JSON. Il y a une deuxième manière de l'activer. Donc je vais commenter ici, là. Parce que ça, c'est vraiment si on l'active mais qu'on ne fait rien. Après, si on veut l'activer et puis faire des choses un petit peu nous derrière, de toute manière, on va étendre la classe que Spring nous met à disposition. Donc là, ici, je l'enlève. Donc voilà, quand je l'enlève, on revient en fait sur la... Voilà, sur la requête qui n'est pas bonne. Et donc, pour l'activer, il faut créer notre propre handler. Donc voilà, on a un problème répondant. Donc il étend response entity, donc comme ça on va récupérer tout ce que Spring nous met à disposition nativement. Et pour l'activer, il faut le contrôleur advice. Alors moi j'ai mis rest controller advice, mais vous pouvez mettre controller advice tout court. Si je reste controller advice, il va préciser que c'est du body JSON. Donc à partir de là, elle est activée. Oui, alors là en fait, je suis tombé sur l'autre erreur, invalid request content, parce que j'ai pas géré d'erreur ici. Donc voilà, on va gérer une erreur. Voilà, donc comme ça vous avez vu déjà deux erreurs différentes. Hein. Donc le not readable et le méthode argument not valide. Donc je remets, je ne sais plus où j'ai l'erreur. Ah, elle est ici. Donc là on avait vu juste l'activation. Par contre, comme on a vu, le fail to read request, là, c'est pas très parlant. Donc ce qu'on peut faire, c'est surcharger les méthodes de Spring. Donc pour ça, on retourne dans le code. Dans le global, en fait, on va tout simplement surcharger. Donc pour l'instant, ici, vous voyez, je l'ai surchargé, mais j'ai juste mis, j'appelle juste le super et j'ai mis un try catch. Donc évidemment, ça fait rien du tout. C'est pour ça qu'on avait toujours les méthodes de base. Voilà. Là, j'active mon retravail. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du retravail, mais le retravail est parfois compliqué. Parce que vous avez vu, en fait, sous la méthode not readable, il peut y avoir un invalide format, il peut y avoir un JSON exception, il faut aller chercher dans l'exception, tout ça. Vous avez vu tout à l'heure la trace de l'exception, donc vous voyez à quoi ça peut ressembler. Et donc, si je fais maintenant l'appel, alors, on va justement régénérer l'erreur. Et voilà. Là, donc déjà, on voit que c'est mon exception à moi, parce que j'ai le timestamp. Parce que dans mon retravail, je vais aussi rajouter le timestamp. Et là, j'ai une erreur un peu plus claire qui nous dit, ben, tu as mis true, alors que ça devait être true ou false ou nul. Mais voilà, mais en tout cas, pas true. Et comme ça, bon, comme je dis, par exemple, ici, je vais faire avec, j'enlève une virgule. Voilà. Donc, il me dit bien, j'attends une virgule. Et si jamais, par exemple, ici, j'enlève ça, il va me dire, voilà, je n'ai pas la colonne pour séparer le champ et la valeur. Donc voilà, ça c'est un premier retravail qu'on peut faire. Donc là, j'ai retravaillé, mais il n'y a plus d'erreur. Donc je me suis dit, ben, c'est bon, on va pouvoir tester vraiment la création. Là, j'appelle. Et là, j'ai invalide request content. Alors, autant tout à l'heure, bon, le not readable, le fait que true ou qu'il manque machin, bon, ça se voyait. Là, je ne sais pas vous, mais moi, le invalide request, je ne sais pas du tout d'où il vient.
Bon, alors, je vais vous expliquer d'où il vient. C'est qu'en fait, comme ça va vous permettre d'aller voir le DTO. Là, mon caractère create DTO, ici, j'ai une transformation en Java JSON, ce qui fait qu'il faut surname et pas last name. Le problème, c'est que l'exception, elle est faite après la transformation en Java JSON. Donc, si on marque ce que renvoie l'exception nous met ben, t'as pas mis last name. Donc, c'est un peu dommage, parce que là, on peut vraiment pas voir. Donc, on va à nouveau retravailler ici. Vous avez vu que j'ai utilisé un record. Si vous pouvez utiliser des records pour les DTO, c'est efficace. Et puis, les annotations JSON, Jackson sont très bien pris en compte. Donc là, on va retourner dans notre classe de gestion globale, qui est, je ne la trouve plus, on va faire du ménage. Là, voilà. Et on va faire comme tout à l'heure. J'y arrive, ouais, c'est ce raccourci-là. Là, c'est pareil, je fais un retravail. Donc là, je vais par exemple là, d'abord faire une erreur de validation. Vous avez vu qu'il y avait une regex. Donc voilà, là, avec le retravail, au lieu d'avoir le invalid request content, on a quelque chose de beaucoup plus précis qui nous précise quelle est la regex qu'il faut appliquer. Donc je remets la regex comme il faut et je repars ici. Et donc là, on a toujours le fameux last name ne doit pas être vide. Donc maintenant, on sait toujours que maintenant, à la place d'avoir un valide, on a last name ne doit pas être vide. On sait quel champ est en problème. Par contre, on a toujours last name. Parce qu'on a toujours le même problème qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, c'est un cas vraiment particulier. C'est que dans le retravail de l'erreur, il faut penser qu'en fait, il puisse y avoir des annotations JSON. Et donc là, je vais aller dans une classe, celle-là, la validation utile, où dans mon retravail, je suis obligé de lui préciser « Ah, mais au fait, si sur le champ qui a une exception, là, tu avais une annotation Jackson, c'est ce truc-là que tu vas mettre. » Si vous faites aussi du XML, il ne faut pas oublier aussi de le faire pour les annotations XML. C'était pas le bon raccourci du tout. C'est pas grave, donc c'est celui-là. Et comme ça, là, on va pouvoir arriver. Donc vous voyez, ouais, j'ai même mis un point d'arrêt, donc pour vous faire voir, là, ça rentre vraiment là-dedans. Et grâce à ça, on va arriver. Est-ce que si on a bien surname ne doit pas être vide. Voilà. Bon, de toute manière, normalement, le client, quand vous allez lui fournir, il devrait voir surname. Il faut toujours fournir quelque chose comme un Spring Doc. Si vous n'utilisez pas Spring Doc pour documenter, allez-y, c'est très bien. Et comme ça, dans le Spring Doc, lui aussi, il prend la notation en compte et donc il va bien dire au client que c'est surname qu'il faut utiliser. Alors. Donc là, on a vu comment surcharger les expressions de Spring. Ils sont gérés nativement donc, dans la response handler, mais en fait, on peut avoir un cas d'erreur où c'est une exception qui n'est pas prévue. Enfin, c'est pas qu'elle n'est pas prévue, c'est qu'elle n'est pas prise en compte. Donc là, on va voir le cas de la contrainte violation. Donc pour faire ça, on va utiliser, alors je vais vous faire voir le contrôleur. Là, je vais valider un passe-paramètre. Donc il a la même regex, je peux rechercher la personne par code, et donc ce code, il a toujours la même regex, mais là, il est directement en passe-paramètre. Donc si vous faites des choses comme ça, par contre, il ne faut pas oublier, il faut absolument rajouter le validated sur le contrôleur ici, sinon ça ne marche pas. Et donc on va appeler ce getByCode. Donc j'appelle le getByCode. Donc là, ben, ça ne fait rien évidemment parce que le code est correct. Et si je lui mets un code incorrect, voilà, j'arrive sur... Donc là, il y a plusieurs choses. Donc déjà, la stack trace est énorme. Ça ne respecte pas la RFC, évidemment. Et je trouve encore plus grave, c'est une erreur serveur.
Alors que non, c'est une erreur client. C'est lui qui n'a pas respecté la regex dans pass. Donc là, maintenant, on va voir comment on peut faire pour ce genre de cas. Donc moi, toute ma gestion d'exception, de toute manière, je le mets dans le global handler. Hein. C'est bien de centraliser les exceptions. Et là, ce coup-ci, donc, au lieu de surcharger, je vais lui rajouter un handler. Donc la méthode, elle est déjà codée, c'est juste que comme j'avais commenté le handler, ici, elle n'était pas active. Donc là, je l'active. Donc encore une fois, là, ici, ne vous formalisez pas sur le retravail, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. L'important, c'est de connaître cette exception handler ici pour que vous puissiez faire votre gestion d'exception. Et voilà. Là, ça marche. Une erreur beaucoup plus précise. Et surtout qui correspond à la RFC, et donc même le header, hein, qui est bien ici problème plus JSON. Maintenant, il faut faire attention quand même à ce retravail. Donc tout à l'heure, on a vu qu'on a fait un retravail où on a envoyé en fait last name est nul alors que l'autre chose n'est pas bon. Mais il peut arriver pire. C'est pour ça que moi, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait des try-catch de partout. Et pourquoi j'ai fait des try-catch de partout? Attendez, on va revenir par exemple sur un... Je ne sais pas si on va revenir sur un argument not valide ou un autre readable. Allez, on va revenir sur l'argument not valide. Et ici, là, je vais produire une erreur de manière volontaire. Voilà. Non, IntelliJ n'est pas content. C'est un peu normal. Mais bon, des fois, il y a des retravails qui peuvent être compliqués. Il ne le voit pas forcément quand on va avoir une erreur un peu... Donc là, pour l'argument not valide, on va revenir ici. Et puis, on va mettre... voilà, on va modifier la regex. Pas besoin d'ailleurs, parce qu'on a encore last name. Et là, boum. Donc, résultat, on voulait faire mieux que Spring et on a fait bien pire. Donc, voilà, moi, ce que je vous conseille, un bon gros try-catch qui fait déjà récupérer celle que Spring vous donne. Elle est déjà pas mal, elle respecte la RFC, même si elle est parfois pas assez précise. Et si vous avez une exception, comme j'ai dit, au moins on garde l'original, c'est déjà pas si mal. Voilà. Voilà. Donc là, on a vu vraiment les exceptions de haut niveau, c'est-à-dire au niveau contrôleur. Maintenant, on va un peu plus s'intéresser à des exceptions que j'appelle moi les exceptions métiers. Donc pour ça, on va aller faire un tour dans le service. Ça tombe bien, il n'y a jamais été. Donc ici, on a un caractère service. Et vous voyez que là, il fait un throw new custom response error exception là, avec une valeur d'énum. Qu'est-ce que c'est tout ça? Ça, je vais vous expliquer, c'est ma manière dont moi j'utilise en fait les exceptions pour gérer la RFC. Donc ici, j'ai tout un tas de petites classes utilitaires là, qui vont servir pour toutes les ressources. Hein. Moi ici, là, je gère que la ressource caractère, mais bien sûr, il peut y avoir des tas et des tas. Donc je me crée d'abord mon exception à moi. Donc, comme j'étais très inspiré, que je l'ai appelé Custom Error Response Exception. Là, vu que le projet s'appelle Spring Meetup, ça aurait été peut-être mieux Spring Meetup Response Exception. Mais l'important, c'est qu'elle est en erreur Response Exception. Et comme je le dis ici, qui dit j'ai tant erreur Response Exception, dit un, que je respecte forcément le problème détail, parce qu'il va me demander le problème détail. Et deux, ça dit aussi que cette exception-là, elle est gérée nativement dans la classe mère. Donc, j'ai rien à faire niveau contrôleur si je trouve ce genre d'exception pour qu'elle soit directement RFC comme il faut. Donc ici, j'ai une classe utilitaire. Donc là, j'ai le petit hide timestamp là, qui est appelé d'un petit peu de partout dans ma gestion d'exception pour rajouter le timestamp. Pour le reste, on verra plus tard. Là, j'ai mon enum. Donc pour l'instant, parce que vous avez vu, en fait, au lieu de... Je ne crée pas une exception à chaque fois, en fait, je rajoute une valeur dans l'enum pour gérer à chaque fois mes cas d'erreur métier. Donc voilà, ici, j'en ai créé 3. Donc not found, already exist et constraint violation. Là, j'ai ma classe validation constante, mais ça c'est juste pour le nom des exceptions constantes. Ça ici, c'est une petite classe utilitaire qui va nous aider à former l'URI et faire une espèce d'analogie en fait, pour la réponse. C'est-à-dire que toutes nos erreurs, en fait, ça doit renvoyer vers notre doc d'erreurs, donc elles sont censées commencer par là.
Puis après, pour les not found, pour les already exist, pour les contraintes de violation, les not, tout ça, voilà, j'ai des patterns en fait. Et ça va s'adapter au nom de la ressource, mais comme ça, je n'aurai pas une infinité de choses. Ça sera plus facile, encore une fois, pour le client. Et j'ai une classe ici, validation constante. Ah non, c'est pas celle-là. Donc là, caractère exception constante, c'est vraiment les messages qui correspondent en fait à notre ressource caractère. Donc pour le not found, le already exist et le violation de contrainte. Et la dernière classe, c'est validation utile. Donc on y était déjà rentré dedans là ici parce qu'elle est aussi appelée par le contrôleur, hein, notamment pour faire la récupération de l'exception, hein, de la notation. Mais surtout, elle contient deux méthodes très pratiques. Le check object and throw. Donc vous lui passez la valeur de l'enum et l'objet. Je vais vous le mettre en grand, on y verra mieux. Donc on lui passe la valeur de l'enum et l'objet. Lui, en fait, il appelle la méthode validate. Et s'il y a une erreur sur la validate, il se retrouve tout seul la custom error response exception. Donc comme ça, c'est fait une fois pour toutes. Il n'y a plus qu'à l'utiliser. Il y en a une deuxième ici. C'est la même, mais en fait, on va checker qu'un seul attribut. Donc, par exemple, moi, je ne l'ai pas codé là, mais vous faites un patch. Admettons qu'il y a un patch code, on va vouloir juste vérifier le code. Donc là, on va bien lui passer l'objet entier, parce qu'après, on va devoir faire l'update sur l'objet entier. Mais comme ça, on va vérifier que sur ce champ-là précisément. Il n'y a pas besoin de valider les autres. On va modifier que celui-là. Et voilà. Et tout est pareil après, hein, ça se roule l'exception. Donc voilà, ça c'est une petite méthode, c'est très pratique. Et puis c'est codé une fois pour toutes. L'avantage c'est que c'est codé une fois pour toutes. Donc si maintenant je vais dans le service, vous allez mieux comprendre en fait voilà, l'utilisation. Donc là, je lui dis, je throw donc mon exception à moi, mon exception métier à moi, mais qui va respecter forcément la RFC. Donc sa valeur d'enum, c'est caractère not found. Donc dedans, dans les valeurs de l'enum, je ne sais pas si vous avez vu, il y a aussi le code HTTP, il y a le détail, il y a tout ça. Et moi, mon détail, ben voilà, ici, il y a une pattern et il y a l'ID. Donc dans le create, on commence d'abord par valider l'objet. Alors pourquoi c'est important de le revalider côté service? Parce que là, évidemment, hein, l'entité, elle a les mêmes annotations. Je peux vous la faire voir, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas fait voir pour le moment. Mais si je reprends l'entité caractère, elle a les mêmes validations que mon DTO. Et des fois, en fait, on peut imaginer qu'il y a un batch qui crée des choses, qu'il y a quelque chose, ça ne passe pas forcément par le web service. Donc c'est important de revalider. Parce que si on ne revalide pas avant, ben, là, vous avez une erreur en base qui est assez ingérable. Donc notamment, donc le code, lui, non seulement il a une regex, mais en plus il est unique. D'où le already exist. Voilà. Donc avec tout ça, je vais appeler donc un find by ID ici. Donc, connexion refuse. Ah bah tiens, c'est bizarre ça. Ah voilà. Donc ça, c'est le cas qui marche, qui est quand même une base de données derrière. Hein. Et ici, je vais appeler le numéro 9 qui n'existe pas. Et voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai fait juste un throw. Côté service, j'ai plus rien touché. Et hop, ça arrive nickel au client. Évidemment, il y a bien mon header qui est correct, problème plus JSON. Et il y a bien aussi le timestamp, donc mon champ additionnel. Donc on va voir pour voir la contrainte de validation. Donc là, je suis obligé d'enlever la vérification de la validation dans le DTO. Parce qu'on va simuler, que c'est quelqu'un d'autre qui appelle le service. Donc là, voilà, je mets un commentaire à la pattern. Et là, ça va générer exactement la même erreur. Eh bien, elle y est déjà là. Fait. Oui, parce que rappelez-vous, je l'avais désactivé tout. Quand j'avais généré cette exception, c'est parce que j'avais commenté le contrainte violation. Mais là, de toute manière, ce n'est pas le contrainte violation. Ça va vraiment jusqu'au service. C'est le service qui vérifie et qui sera l'exception. Non. Non, je dis des bêtises. Pour avoir vraiment l'erreur côté service, il faut faire ça. Voilà. Et donc, pour vous montrer bien que l'erreur, elle est côté service, on va retourner dans le caractère service et on va voir que ça arrive bien jusque-là. Voilà, je suis bien ici, et c'est bien ici donc ma validation qui va lancer l'exception.
Alors ensuite, donc on n'a pas vu en fait la dernière exception, la already exist. Et d'ailleurs, on va essayer de créer, mais ce coup-ci, on va essayer de créer quelque chose qui marche. Non, justement, on va faire ça. Donc là, on va créer la même. Donc évidemment, on commence toujours par valider, hein. Et là, on appelle, et là, c'est la cata. Et pourquoi c'est la cata? Parce que je vous ai dit, le code, il est unique, mais je ne l'ai pas vérifié. Et donc là, j'ai fait ça exprès pour vous faire voir à quel point c'est, une fois qu'on a mis tout en place, c'est facile de gérer ça comme il faut. Donc il suffit de faire un if caractère repository exist by code. Donc je recherche s'il y a déjà quelqu'un qui a le code. Si jamais quelqu'un a déjà le code, j'ai plus qu'à thrower l'exception. Donc on sait que c'est une custom error response exception. Donc la valeur ici, c'est un caractère already exist. Ça, c'est la valeur de l'enum. Et pour le détail, donc on lui fait un string.format. Donc on parle d'un caractère already exist détail. Et on lui met le code. Voilà. C'est fini. Un coup de formatage. On rebuild. Alors là, vous voyez, là, je vais passer là, hein. C'est vraiment le exist by code qui va, on va l'enlever celui-là. Et voilà. Et là, j'ai bien le personnage avec ce code existe déjà. Donc vous voyez qu'une fois qu'on a mis les choses en place, qu'on a étendu la bonne exception, etc., etc., c'est très facile après de créer ces erreurs métiers et de les gérer comme il faut. Alors on va passer maintenant à quelque chose qui est un petit peu de lien avec ce qu'on a vu avant, les erreurs de sécurité. Parce qu'en fait, là, vous ne l'avez pas vu, mais il y a Spring Security. Je vous l'ai caché. Donc, il y a bien un Spring Security, mais évidemment, alors, moi, je l'appelle Security Config, voilà. Donc là, maintenant, ça, la filter chain n'a plus aucun secret pour vous. Donc pour l'instant, j'ai juste fait un permis l'erreur et j'ai mis un commentaire ici, parce qu'évidemment, je ne voulais pas que... Voilà. Mais par contre, il est quand même déjà activé, hein. Ça veut dire qu'il faut déjà que j'ai un token qui soit valide. Donc je vais vous faire voir ça, et je vais vous faire voir surtout qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas le token valide. Donc je vais prendre par exemple celle-là, hein, peu importe celle qu'on prend. Parce que de toute manière, les erreurs de sécurité vont arriver avant dans la chaîne mes erreurs ici de métier. Donc si en fait ici je mets sur autorisation, donc vous voyez qu'en fait avant ici j'avais un token. Donc premier cas, je l'efface. Voilà, là j'ai pas de body. De base, il n'y a pas de body dans Spring pour les erreurs de sécurité. Il y a un header avec le www authenticate. Voilà, quand il n'y a pas de token, il met erreur. C'est pas... Voilà. Donc, heureusement, dans les autres cas, il est plus parlant, hein. Donc là, je vais mettre un token, moi je ne vais pas mettre celui-là, je vais mettre le token expiré. Donc si je mets un token expiré, vous voyez qu'ici, alors pour ceux qui sont au fond, faites-moi confiance, mais je ne sais pas comment zoomer dans Postman, mais il y a marqué JWT expire. Voilà. Ce qui est normal parce que j'ai mis token expire. Mais ce n'est pas la seule 401, hein. Là, je vais mettre un A. En fait, ça va simuler quelqu'un qui a essayé de modifier la signature. Donc un petit malin qui essaye de se rajouter des rôles. Et donc là, il va me mettre, voilà, qu'il n'arrive pas à décoder qu'il y a un problème de signature. La signature est rejetée. Et on peut avoir aussi ce genre de truc là où il y a un caractère spécial et là, il va nous dire que c'est mal formé. Voilà. Pour le 403, pour simuler le 403, déjà pour simuler le 403, il ne faut plus qu'il y ait d'erreur 401 parce que les erreurs de type hot 401, elles arrivent avant. Donc je vais déjà activer ici là, le matcher.
Voilà, je lui dis qu'il faut l'autorité Louis BNMX 11. S'il y en a un qui sait ce que c'est, je lui payerai le café. Et donc là, je remets mon token. Et quand je lance, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, forcément, je vous l'ai dit, le 401, il est prioritaire. Donc il faut que je remette mon token valide. Pourquoi il ne me fait plus l'autocomplétion, lui? Voilà. Et donc là, ce coup-ci, j'ai pas rebuildé. Des fois, il a du mal avec le DevTools et les... Ouais, il n'y arrive pas. Donc là, c'est pas grave. Je vais redémarrer comme ça. Toujours 400. Bizarre. Je vais quand même le faire avec... Non. Ah bah oui, évidemment. C'est pas celle-là que j'ai sécurisée, c'est celle-là. Ah oh, comme par bizarre. Voilà, 403. Donc toujours pas de body. Et là, donc le header, il n'est pas non plus, il respecte pas la RFC. D'ailleurs, il n'y a pas de content type. Hein. Il ne peut pas y avoir un header qui respecte le content type parce qu'il n'y a pas de body. Et là, j'ai une erreur qui me dit insuffisant de scope. Bon. En fait, voilà. Et donc là, c'est pareil. Maintenant, on va vouloir rajouter en fait des bodies à tout ça. Donc pour ça, je commence en fait par personnaliser donc mon authentication entry point et mon access denied handler. Donc moi ici, parmi tous les authentication entry points qu'on a vus, moi derrière j'ai un OIDC qui me renvoie des tokens JWT. Et donc l'authentication, c'est un Bearer Authentication Token. Donc je me suis inspiré de la Bearer Authentication Token Entry Point et de la Bearer Authentication Access Denied Handler. La classe est finale, donc il n'y a pas moyen de l'étendre. Donc j'ai recopié le code en entier. Au moins, ça va au moins pour refaire le même header. Et en fait, ce que ça va faire là, tout ce retravail, c'est en gros, ça va prendre la valeur du header authenticate et ça va le mettre en body et ça va respecter la RFC. Donc pour ça, j'appelle les méthodes ici utilitaires. Ouais, c'est les méthodes que je vous ai dit tout à l'heure dans cette classe qu'on verrait tout à l'heure dans mon response utile. En fait, elles servent à ça. Elles servent à fabriquer en fait le body pour les erreurs de sécurité. Et donc maintenant, il a vu tout seul qu'il fallait redémarrer. C'est bon. Donc si je retourne côté body, voilà. Maintenant, j'ai un body 403 et qui respecte la RFC avec mon timestamp en plus, parce que je l'ai rajouté. Et niveau header, c'est bien un problème plus JSON. Après, il y a le car7, mais bon, ça, peu importe. Au niveau pour les 401, donc là par contre, je vais pouvoir repartir sur celui-là. Donc je vais d'abord mettre avec pas de token. Donc souci, c'est très bien parce que comme c'est le body, tout le monde va pouvoir lire. Voilà. Donc j'ai authentication error. J'ai pas fait mieux que le header authenticate. Puis il n'y avait rien dedans. Mais heureusement pour les autres, c'est plus parlant. Donc le token expiré, voilà. Là on voit bien. Impossible de décoder. Il est expiré. Et puis les deux autres, je rajoute un A pour simuler que j'ai. Et là j'ai bon. Voilà, invalide signature. Et si je mets un caractère spécial, j'ai mal formé. Voilà. Et évidemment, je ne vous l'ai pas fait voir, mais ça respecte toujours aussi le header, problème PJSON. Un dernier truc qu'on n'a pas vu, c'est ce que moi j'appelle le fourre-tout. C'est-à-dire que là, on va générer, voilà, on va simuler encore là, un bon vieux NPE. Donc on va aller dans le contrôleur. Et puis voilà, tiens, pour celui-là, au hasard, on va refaire notre fameux string NPE égale nul npe.toLowerCase. Donc IntelliJ est toujours pas content, ce qui est normal parce qu'il n'est pas bête. Donc ça redémarre.
Oui, donc c'est bien celui-là que j'ai surchargé. Ah, est-ce que c'était celui-là aussi? C'était le get bytecode pourtant. Ah oui, je vous avais dit, le 401 est prioritaire. Et là, voilà. Donc, évidemment, j'ai une horreur. Hein. On ne peut pas vouloir à Spring de mal gérer un NPE tout dégueulasse. Et donc là, voilà, ce qu'on peut faire là, pour être sûr que quoi qu'il arrive, ça respecte la RFC, c'est rajouter ce que j'appelais moi un fourre-tout. Alors un fourre-tout, c'est-à-dire que, comme vous l'avez vu, en fait, les erreurs, au niveau des exceptions, il y a une hiérarchie. C'est-à-dire que si vous mettez plusieurs handlers avec une exception A qui est une exception B, si vous mettez un handler pour la A, un handler pour la B, ça va aller à la plus précise à chaque fois. Donc il suffit de vous dire que la moins précise, c'est exception. Et donc là, bah voilà, je rajoute un header global pour exception. Donc je rajoute un header global pour exception. Donc déjà, ne vous inquiétez pas, hein, il n'est pas prioritaire aux autres. C'est-à-dire que, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais ici, là, ton erreur exception, il est exception, donc ça va être exception. Non, non. Cela, il reste bien ça. Exception, c'est vraiment, en fait, soit si on a trouvé exception directement, soit s'il n'a rien trouvé de mieux. Et à ce moment-là, voilà, on a une erreur qui respecte encore une fois la RFC, donc au niveau du body et donc au niveau du header. Et là, on pourrait dire, bah, c'est génial ça. Mais en fait, non. Faut se méfier. Comme tout à l'heure, on a vu qu'il fallait mieux se méfier dans le retravail et déjà bien mettre le try-catch pour ne pas avoir un problème ou même faire attention dans le retravail avec les histoires des annotations. Là. En fait, le fait que ça puisse prendre tout et n'importe quoi, ça peut poser problème. Et pour le voir, on va se resservir de Spring Security. Donc je vais dans la Security Config ici. Et je commente ici. Donc voilà, j'ai enlevé l'erreur de sécurité, donc mon create il va pouvoir marcher. Il aura toujours l'erreur de duplication, hein, mais ça, c'est pas le problème. Comme on l'a vu, les erreurs de sécurité sont là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, c'est normal. Je les ai désactivés ici, mais le but, c'est justement... Donc quand elle est activée ici, le fait de rajouter l'exception ne pose pas de problème. Par contre, si on rajoute un pre-authorize, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure avec Spring Security, c'est pas au même niveau dans la chaîne. Et là, il va se passer quelque chose de bizarre. C'est que malgré qu'on fasse le même contrôle, un qui est au niveau de ce que j'appelle moi la sécurité générale, et un qui est là ici au niveau de la méthode, ou ça pourrait être aussi au niveau contrôleur, eh bien ça ne va pas faire la même chose du tout. Parce que ici, ça va être pris, cette fois-ci, par mon fourre-tout. Et pourquoi ça? Parce que là, si c'est à cause du pre-authorize, en fait, ça arrive en tant qu'access denied exception. Et donc, pour continuer à avoir le même comportement, il faut faire un truc de très bizarre. Le truc le plus bizarre que j'ai trouvé, il faut dire, si j'ai un access denied, je throw access denied. Donc ça a l'air bizarre comme ça, hein, mais donc je vais vous faire voir ça maintenant avec des points d'arrêt. Donc tout à l'heure, le custom access denied, vu qu'il n'y avait rien de mieux, il est allé dans l'exception. Maintenant, je vais faire un access denied. Donc, quand je vais appeler ici, voilà, comme c'est une erreur access denied, il va en priorité là-dedans. Là, je la rethrow. Et comme par magie, il va se retrouver dans mon custom access denied à moi particulier. Et résultat, ce coup-ci, je vais produire la même erreur que celle que j'avais obtenue par la sécurité générale, mais sans rien recharger. C'est bon, je suis à l'heure. On va pouvoir passer à la conclusion. Donc en conclusion, Spring Boot fait déjà beaucoup pour le respect de la RFC. Si on active sa gestion, il faut quand même au minimum l'activer. Bon, vous avez vu que ce n'est pas bien dur, même si vous voulez faire aucune classe, rien du tout, un simple property suffit. Donc Spring Boot permet facilement la surcharge, donc pour celles qui gèrent déjà nativement, ou l'ajout. Mais comme je le répète encore, il faut y aller avec précaution.
Parce qu'on pourrait se retrouver avec des choses qui sont encore... Il vaut mieux quelque chose de pas précis que quelque chose de complètement faux. Hein. Et surtout, et ça je le dis, même si vous ne respectez pas la RFC, de toute manière, c'est important de bien gérer ces erreurs métiers. Et même si votre body à vous d'erreur commune, ce n'est pas celui qui respecte la RFC, vous avez fait votre propre. Moi, c'est ce que je faisais avant, hein, parce que le problème de taille, c'est apparu en Spring Boot 3. Hein. Donc avant, moi, dans Spring Boot 2, j'avais créé mon API error. Si c'était le mien, c'était à moi. Donc la gestion globale, c'était la même. Hein. Mais voilà, mais l'important, c'est toujours de bien respecter ce body-là, parce que je ne veux pas vous remettre la phrase, hein, mais en API comme en économie, le client est roi. Toujours simplifier la vie au client. J'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ma question, c'est par rapport au cas générique, normalement sur la existante de lorsque le message de l'exception est soulevé, on a quand même un message explicite en bas, même en plus du stack. Oui. Mais ce que j'ai vu, normalement, j'attendais à la fin on entend comme quoi tout ce bazar-là, il existe déjà sur Spring, à Spring Boot ou Spring. Il faut juste l'activer et vous aurez le même résultat, mais avec bien non. Voilà, bizarrement, on aurait pu croire que, vu que lui, il log la stack trace entière, et puis qu'après, dans Message, il a extrait le petit bout qui va bien pour faire comprendre à l'utilisateur, on aurait pu croire que quand il active la RFC, il respecte le body, et dans le détail, il remet ça. Mais il ne le fait pas. Donc d'où l'intérêt, si toi tu veux un truc plus précis, d'où l'intérêt de surcharger. Quoi. Ben, à chaque fois que le message il est générique, et il sera dans la gestion d'erreurs, là, en fait, tous ceux qui attendent directement error response, eux, ils vont pouvoir créer déjà un message spécifique quand ils vont créer leur erreur. Donc là, tu peux avoir des choses un peu spécifiques. Mais pour ceux comme celui qu'on a vu là, le not readable, qui fait le create problème détail directement dans la gestion, dans la classe mère, là, tout ça, c'est toujours le même. C'est fail to read request, fail to read response, invalid request content, tu n'auras pas de précision. Alors que c'est vrai, bizarrement, avant, ça ne respectait pas la RFC, mais dans l'objet message, il y avait quand même quelque chose de plus parent. Donc moi, en surchargeant, en fait, ça réunit un petit peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que ça respecte la RFC et j'ai quand même un message parlant.